conservatoire de nos traditions. Et là-dedans, il y a beaucoup d'échos. C'est pour ça que c'est ce château d'Écault qui trône là derrière. C'est un plan de 1723 qui nous montre le château en quadrangulaire avant qu'on ait ouvert la porte au XVIIIe pour avoir du soleil. On a supprimé les douves, on en a fait un U, et c'est devenu non plus défensif, mais résidentiel. On voit bien sur ce plan les douves qui faisaient le tour et qui ont donc été comblées à cette époque où on voulait vivre plus agréablement. Alors nous avons donc le château en supprimant le quatrième côté, en U, et la grande porterie, qu'on voit très bien même depuis l'étang de l'autre côté, et débouchant sur ce qu'on a appelé la vieille côte, c'est-à-dire la remontée jusqu'au plateau, à partir d'un bosquet boisé, qui est le bosquet boisé qui mène au cimetière, où sont enterrés mes parents. Alors, d'Écault, qu'est-ce qui vient d'Écault? Ici. Eh bien, les meubles. Le secrétaire, cette bibliothèque, ce secrétaire était celui où ma mère mettait ses souvenirs les plus précieux. Et notamment, elle y collectionnait les médailles gagnées par ses enfants à la guerre. C'est le cabinet des médailles. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut... Le secrétaire. Ce secrétaire aussi. Tout ça vient d'Écault. Les fauteuils, nous les avons fait retapisser à Saint-Germain, mais ils étaient, style un peu Louis-Philippe, ils étaient vieillards et vieux rouges. Mad, j'ai besoin de vos souvenirs. Mad, ouais. J'ai besoin de vos souvenirs. Comment étaient les fauteuils avant que nous les fassions recouvrir? Bon, ben, ils étaient recouverts en grenat, en velours grenat. Ah, ça y est, je me rappelle. Imprimé. Oui, il y en avait des jaunes et il y en avait des vieux Oh, rouges. peut-être, mais ça n'a aucun intérêt. Il y en avait peut-être un jaune parmi les rouges. Voilà. Mais enfin, de Bon, toute façon. alors donc il y avait ces fauteuils, il y avait aussi le mobilier 1900, hein, on peut dire 1900, Lequel? Louis XVI 1900, les canapés rouges, le canapé rouge. Et pas du tout. Absolument pas. Il est aussi bon que les fauteuils. Et les fauteuils, ils sont identifiés comme étant Louis XVI sur la liste. Bon, C'est alors, un ensemble. Il y avait un tout. grand canapé qui est là-haut, rouge. Oui, au Et premier. puis 4 fauteuils que nous avons et qui sont, bon, ils sont en Louis XVI. Ben, Alors, deux les qui sont rouges. là et 2 qui sont dans ma chambre. Alors là, on les a fait retapisser pour les emmener au Maroc. Ce qui fait que... Emportés au Maroc. Ce qui fait que maintenant, ils ont tout de même une usure, parce qu'ils ont été mis à neuf au moment du départ au Maroc. C'est-à-dire en 1960. 60, oui, 62. Donc maintenant, ils ont 40 ans de couverture. Et le secrétaire, il était où, papa? Alors, À Écault. je vais te le dire. Ce secrétaire-là, il était rue du Bac. Oui. Il était rue du Bac. Et
Et ça, ça faisait partie des meubles du petit salon. Alors, il y avait cette vitrine, petite commode là. Moi, je crois que c'est tout. Il y avait, parce que Bertrand avait emporté une très très jolie meuble. Bon, alors, il y a eu un partage. Il y a eu un partage à Écho entre les 4-5 avec des entourloupes et des irrégularités. Mais enfin, nous avons un certain stock de meubles anciens venus d'Écho. Mais alors, c'est par exemple au grand salon, il y avait 4 collections de ceux-là. Il y avait 4 collections un peu variées, avec des têtes de cygne, etc. Et nous a pas proposé. Mais comme chacun des 3 autres avait choisi une des collections, des collections, je lui dis, mais il en reste une, alors c'est pour nous. Et personne n'a dit non. Voilà. Oui. Alors, Bertrand a dit, je pensais que j'en aurais besoin. Il a dit quelque chose comme ça, mais pas grand-chose. Non. En tout cas, il voulait envoyer le moins possible de choses à Jean. À Jean. En Amérique. En Amérique, Jean a eu un énorme piano à queue. Il a eu beaucoup de frais pour les transporter, évidemment. Et ce n'était pas ce qu'il aurait choisi lui-même. Qu'est-ce qu'il a reçu, Jean? Oui. Il a reçu un piano à queue et un très beau secrétaire Louis XVI. Comment ça s'appelle? Avec un abattant? Oui, c'est pas un abattant, c'est un rouleau. Rouleau. Bureau cylindre. Un bureau cylindre, oui. Bureau cylindre, avec très beau. L'abattant est rond. C'est un quart de rond. Bon. Ça, c'était très. Alors, dans toutes ces choses-là, il y a donc des souvenirs et il y a des photos. Alors, j'ai ici un petit inventaire du mobilier en photo fait par Jean-Jacques. Ici, ça c'est la disposition du mobilier à Vendôme. Et il y a aussi la disposition du mobilier à Saint-Germain. Je me rappelle. Donc on retrouve, grâce à ces photos, l'état d'ameublement, de présence, de vie. D'abord à Écho, ensuite à Saint-Germain, ensuite à Vendôme. Et il ne faut pas oublier qu'au moment où nous avons quitté Écho, en 1957, nous avons aussi envoyé un camion de déménagement qui est allé direct d'Écho à Bréa. Donc il y a une partie des meubles d'Écho qui sont à Bréa. C'est un inventaire à refaire aussi et un partage à refaire particulier. Alors, quoi peut-on se raccrocher maintenant? Attendez, c'était quoi? Excusez-moi. Oui. Ça, c'est la bibliothèque de mon grand-père, que je n'ai pas connu, qui ne m'a pas connu. Celui qui était le père, donc, de Froux, le père de mon père, et qui... Je vous ai raconté l'histoire du mariage, qu'il a épousé la fille d'un notaire de Mulhouse. C'était en 1974. Et je vous ai donné à tous un exemplaire du menu de ce mariage. Très patriotique, avec des bleus, blancs, rouges partout. Et le lierre qui signifie la fidélité. Et alors, le lendemain du mariage, il a emmené sa jeune femme de l'autre côté des Vosges, à Épinal.
où beaucoup d'Alsaciens s'étaient réfugiés, et notamment des fabricants des filateurs ou des tisseurs comment dirais-je, des textiles d'Alsace. Des industriels du textile. Des industriels du textile. Il y a un grand musée à Mulhouse sur les imprimés 18e qu'on appelait des crotonnes ou des choses comme ça. Et donc, le savoir-faire a été transféré, on ne voulait pas que les Allemands en profitent, a été transféré de l'autre côté des Vosges, donc du côté ouest, du côté français, pour que ce soit des fabrications françaises. Alors, quelques spécimens de ces tissus, il y en a qui sont très amusants. C'est les tissus de Boussac. Boussac s'était installé à Épinal, et en particulier à la fin de la guerre 1918, il a racheté un stock de toiles d'avion. Et la mode était de s'habiller en toile d'avion. Et c'est ce que j'ai là-haut, dans la photo des 3 petits garçons, 12, 10 et 8 ans, en toile d'avion tous les 3. Les 3 petits garçons, c'est Dan, Dany, Dédé, c'est-à-dire André, et Bertrand. André, c'est celui dont vous avez vu à Écho le mémorial, la croix commémorant sa mort noyée dans la cascade à côté. à l'âge de 28, il était né en 18, 10 ans. 10 ans. Alors 12 ans, 10 ans, et Bertrand 8 ans à l'époque. Et alors, papa, qu'est-ce que sont tous ces livres? Alors tout ça, ce sont les livres du grand-père. Il y a des tas de choses intéressantes. Il y a des Michelet, il y a Salammbô. Tous ces 2 rayons-là sont des rayons 19e, avec de jolis reliures. Et c'est une belle collection. Boileau, Lamartine, Oui. C'est donc Heine. la bibliothèque d'un honnête homme cultivé du 19e. Voilà, quand il achetait un livre qui lui plaisait, il le faisait relier. Hein. Par exemple, là, M. Châtel et Épinal, ça c'est Retour de chez le relieur. De chez le relieur, voilà. Et il y a donc une belle collection là. Ensuite, en bas, ce sont les livres 18e et 17e qui sont quelquefois dans un plus mauvais état. Enfin, ce sont tout de même des souvenirs. Alors, comme livre particulier, ça, Les gentilshommes chasseurs, ça c'est la fameuse histoire du marquis de Bologne, seigneur d'Écho. Le marquis de Bologne, les gentilshommes chasseurs. Donc voilà. Marquis de Foudras. Oui. Foudras. Donc c'était qui, Foudras? Foudras était un neveu du marquis de Bologne et qui est venu à Écho une fois et qui a raconté son séjour à Écho. Et je vous ai raconté que le marquis de Bologne, après la guerre de 7 ans, je crois, était rentré, la guerre était finie, et il était rentré à cheval et en chassant, depuis Prague à peu près, jusqu'à Écho. Il y a mis 1 mois ou 2. C'était sa vie de chasseur. Ce sont ces livres qui ont été réédités, Jean-François, voilà. Qu'on a vu à Écho. Qui a été édité, nous a montré Michel. Et qui a été édité avec des aquarelles. Hein, et des aquarelles. Et alors là,
Voici un autographe du marquis de Bologne, pendant qu'on y est. À Beauvoisin. Beauvoisin, c'était une de ses propriétés, ça s'appelait Malvoisin, mais il a appelé Beauvoisin. À Beauvoisin se disent de l'an. Alors ça, c'est en pleine révolution. Votre honnêteté, maître Vigroux, fait mon admiration, surtout dans un temps où l'arrogance est autorisée, je crois, par l'égalité, avec 2 L. Votre souvenir, non? Je l'ai mis derrière. Votre honnêteté fait mon admiration, surtout dans un temps où l'arrogance est autorisée par l'égalité. Votre heureux naturel et vos talents méritent des égards. Je n'ai d'autre regret que de ne pouvoir vous exprimer tout ce que je sens, SENT. Bon. Vous êtes dû. Voilà un lièvre que je vous envoie et dont la rareté me fait croire que vous voudrez bien recevoir cette faible marque de mon souvenir et l'assurance de la parfaite estime de votre serviteur, signé Bologne d'Écho. ECHO. ECHO. Quelle année 92, peut-être 92, parce qu'il a été arrêté, parce qu'il a refusé d'émigrer, et il a été envoyé à la conciergerie à Paris, et il a été guillotiné. Et ses derniers mots ont été « Je lègue mon âme à Dieu, mon cœur au roi et mon cul à la République ». Voilà. C'est un des plus précieux dans... Celui-là? Oui. Dans ce que le père de Madeleine a rapporté. C'est donc un moine rieur, avec un gros ventre. C'est issu de la méditation. Il a un haras très fort. Il a le bol à aumône et il a son baluchon. Et il a le crâne très très développé, les fontanelles très développées. Ça, en spiritualité indienne, c'est le sahasrara. Et en yoga, l'énergie part et monte progressivement jusqu'au sommet de la tête. Et c'est un objet ancien? Oui, alors ça fait partie des souvenirs chinois, ici, qui ne sont donc pas d'Écho, mais qui sont rapportés par Henri Berthelot, le père de Madeleine. Tout ça, ça sont des bols chinois. Ça. Comme ça. Et là-bas, alors vous avez une lampe et une robe de cérémonie d'un dignitaire. Comment est-ce qu'on appelle les dignitaires en Chine? Un lettré. Les mandarins? Mandarin. Un mandarin. Je l'ai fait nettoyer et le teinturier, qui d'ailleurs a un beau-frère, je crois, iranien, m'a dit: j'ai été stupéfait de la qualité de cette soie brodée et des différentes nuances si bien conservées. Je n'avais jamais vu une pièce de cette qualité de ma vie que cette robe de mandarin. Donc la lampe peut très bien lui être associée, c'est le même vieux bleu. Et toute la pièce est bleue. Alors d'Écho, est-ce qu'il y a d'autres petits objets? Alors, par exemple, je vais vous sortir les... Alors ça c'est un orchestre chinois de fantaisie, parfaitement 18e. Qui vient d'où? Ça a été donné à mon père par un des curés des paroisses autour d'Écho. Il disait: moi, on m'a donné ça, je ne sais pas quoi en faire, ça sera mieux chez vous que chez moi. Il a dit le brave curé.
Et on l'a fait nettoyer, rafraîchir, pour retrouver ces nuances. Un petit orchestre chinois de fantaisie. On dit, et on l'a fait estimer, que c'est le style de Piment. Piment, c'était le spécialiste au XVIIIe de ces évocations chinoises de rêve. Il y en a au Grand Palais, du Piment. Alors, ici, toujours à Écho, les deux seigneurs, n'est-ce pas? Ça n'est pas le mari et la femme, c'est le frère et la sœur. Il s'appelait Michel. Celui-là a été non pas sénateur, mais au moins conseiller général du département. Ce sont eux qui étaient en quelque sorte, les régisseurs d'Écho et qui ont sauvé Écho quand donc le marquis de Bologne est mort et que Foudras a dû émigrer. Ils ont gardé Écho et pour le rendre à la paix à celui qui aurait hérité des propriétés du marquis de Bologne. Alors, l'intérêt d'Écho était, la richesse d'Écho, c'était qu'ils avaient du minerai de fer derrière la Gaillette, et on peut aller voir, et à la forge, et on faisait fondre le minerai pour en tirer des armes, de l'acier. Cette période Révolution-Empire, c'est 15 ans de guerre, ce qui veut dire qu'il faut fournir beaucoup d'armes. Et donc ça tournait à plein. Il y a un livre sur les maîtres de forge au Marnais, et j'aurais pu donner ça à ce livre à Félie quand elle a voulu faire un mémoire historique sur cette période, 19e. Maître de forge à Écho, qu'est-ce que c'était? Les lieux, la correspondance, il reste la correspondance. Et il reste un banc à l'église. Et, ah oui, alors vous avez vu les bancs gravés avec les professions pour les charpentiers, pour les... etc. Ouais. Et alors finalement, à qui a échu ce château Eh bien, vous avez le livre, je n'ai pas tout ça dans la tête, mais vous avez là une monographie faite par le curé d'Écho de l'époque, vers 1930 ou 40, et donc où on peut retrouver le détail des généalogies. Donc les Michel ont rendu Écho aux héritiers, oui. Et alors, je n'ai pas ça dans la tête, mais la généalogie des Michel, non, après les Michel. À qui le Comment château ça a été rendu? a été rendu À qui ça a été rendu? après avoir été conservé, bon, donc entretenu par les Michel pendant cette époque. On pourra en reparler quand on aura retrouvé le papier. Il n'est pas loin. Bon, et votre père a acheté à quelle époque alors? Alors, très intéressant. Alors, mon père était donc dans le textile avant-guerre. Il disait, je suis un calicot. Ça veut dire que je vends du tissu. Et pendant la guerre, pendant la guerre 14, il a été mobilisé pas très loin de chez lui, parce qu'il avait 40 ans passés et déjà 3 enfants, plus 3 qui sont venus pendant la guerre et après la guerre. Et donc il a été en quelque sorte dans la réserve, on appelait ça les territoriaux. Et il faisait la guerre dans les Vosges, mais il revenait le plus souvent possible à bicyclette, déjeuner à la maison. Il a fait une guerre de proximité. Bon. Et alors, donc, au cours de la guerre, les Allemands
sont arrivés donc par la Belgique et ont pris la région du Nord et ils ont noyé les mines pour que les Français n'en profitent pas. Donc c'est une politique un peu terre brûlée, mais terre noyée. Noyer les mines, ce qui fait que il y avait des mines un peu partout ailleurs, mais les plus importantes, c'était le Nord. Il faut se rappeler qu'en 70, la France et la Prusse se sont fait la guerre pour ces mines de Lorraine, pour ce minerai de fer dont les Allemands avaient besoin pour l'industrie de la roure. Et la France a exigé, par exemple, au traité de Versailles, en 1918, d'avoir l'usage, en compensation des destructions, l'usage du bassin de charbon de la Sarre, qui était donc à la porte de la France du côté palatinat. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, alors à ce moment-là, il fallait trouver du charbon, et on a eu du charbon d'importation. Il y a eu du charbon qui est venu même d'Indochine. Il y avait une mine de charbon en Indochine. On chargeait le charbon, vous vous rendez compte, au Vietnam, pour faire le tour du golfe Persique. Et là, à ce moment-là, il y avait le canal de Suez. Mais pendant la guerre, c'était moins facile. Et on faisait ce qu'on pouvait. Et donc, énormément de bois de chauffage. Et Écho a été acheté pour Châtel et Dollfus parce que c'était une réserve de bois de chauffage. Il y avait 300 hectares de forêt. Donc, on pouvait couper, replanter, etc., jouer sur le capital forestier qui se joue sur 20, 30, 40, 50 ans. Et ça, c'était en quelle année alors? 18. Alors, j'ai là-haut le contrat d'achat d'Écho. Et alors donc, mon père, quand il a été le voir, parce qu'il s'était acheté, il fallait le voir, il a estimé, il a dit, oh ben ça, je me le garde. Et ce sera la dot, l'emploi de la dot de ma femme. Donc c'est ma mère qui a payé Écho sur sa dot. Et donc elle était chez elle, à Écho. Mais on n'en parlait jamais, naturellement, de ça. C'était la famille. Mais lorsque ma mère est morte, à ce moment-là, on a découvert que le notaire a découvert que c'était un bien propre de Madame Châtel et que lui n'y avait pas plus de droit que ses enfants. On n'hérite pas de son conjoint. Donc c'était elle la châtelaine. Voilà. C'était et elle le vivait comme ça? Comment? Elle le vivait comme ça? Oh oui, moitié à Paris, donc avec l'appartement de la rue du Bac, et moitié à Écho. Elle était très châtelaine, oui, oui. Alors, vous avez vu maintenant la différence, le petit parc qui va jusqu'au potager et le grand parc qui est de l'autre côté du pont, à droite et à gauche de l'étang. Vous avez vu la différence des deux. Le petit parc, elle l'a soigné particulièrement, et il y avait des arbres précieux. Et lorsque, en 1957, justement au moment où ça a été vendu, au moment où Bertrand était devenu gérant d'Écho, exploitant, il avait exigé qu'on lui fasse un statut d'administrateur unique. Administrateur unique, donc excluant ses frères et sœurs. Et donc il a eu la responsabilité d'Écho. Et moi, j'ai essayé pendant 1 an ou 2 de tenir les comptes. On a fait une société, SAF, Société agricole et forestière d'Écho. Ça a duré 2 ans, puis ensuite ça a cassé. Lorsque
la famille a explosé. Et donc lui, il disait, c'est très simple, puisqu'il y a du bois, on coupe le bois, et je transforme les arbres en vaches pour avoir le le revenu régulier du lait et de la viande des ventes. Et alors? Ben, il est toujours là. Mais seulement, il a racheté en propre tout ce qu'il a pu. Alors que nous étions tous vendeurs, et lui était donc vendeur et racheteur en sous-main. Ce qui fait que tous les prix sont faussés. Parce qu'il négociait pour son avantage et non pas pour le bien général. Donc on a tiré des coûts, à ce moment-là, une valeur minimale au lieu d'en tirer le maximum. Et tu te rappelles Le prix? le montant de cette vente? On pourrait retrouver ça. On peut retrouver ça dans mes archives. Si, J'ai beaucoup d'archives, j'ai des archives d'écho, même anciennes, que je voudrais rendre à la mairie. Non, pas à la mairie, aux archives départementales. Oui, d'accord. On l'a vu l'autre jour. Et il y a de grandes caisses, de grands cartons pleins, autant Nous avons 3 grands cartons ici, oui, ici et à Bréa. d'archives, et à Bréa aussi. Mais notamment les archives religieuses, c'est-à-dire il y a l'activité de la paroisse sur un siècle et demi. Donc les mariages, les enterrements, les premières communions, tout ça, les noms des lieux, les naissances, les noms des lieux, les baptêmes, sur plus d'un siècle. C'est un document extraordinaire. Raconter un peu comment se passait la vie à Écault avant la guerre. Avant la guerre. Eh bien, avant la guerre, il y avait un domaine, on appelle ça le domaine d'Écault, avec un régisseur ou une régisseur. Et ce domaine était donc agricole et forestier. Et la famille vivait dessus très, très, très abondamment parce que le potager fournissait des légumes, des fruits, des lapins, Et alors là, moi, je peux dire un mot là. des poulets, des canards. Il y avait une mare devant le potager pour les canards. Maman, qu'est-ce que tu voulais dire? Ce que je voulais dire, c'est que les jeunes, les enfants qui venaient en vacances et tous les invités, parce qu'à Écault, on était énormément invités. Il y avait toujours une kyrielle de gens. Mais on les mettait, ma belle-mère pensait qu'il fallait qu'ils se rendent un peu utiles. Et une des premières choses que ma belle-mère m'a demandé de faire en arrivant, c'était d'écosser des petits pois. Et elle a écossé ces petits pois et ils poussaient sur le plateau. Alors, on vous les apportait. Oh non, Et même- potager. Comment? Pas seulement au potager. Il y avait de véritables champs de petits pois sur le plateau. Et alors, là, on vous descendait dans la cour du château des sacs énormes remplis de cosses de petits pois et on vous demandait de les écosser pour faire des conserves. Et alors, c'est Amélie qui était là pour s'occuper des conserves, et c'était elle qui les faisait, mais les invités devaient les écosser. Alors, on se dérobait autant qu'on pouvait, et C'était aussi la tradition chez Tante Marie-Jeanne. On avait une famille très très nombreuse, mais tout le monde devait faire quelque chose. tout le monde devait faire quelque chose. Mais Tante Marie-Jeanne, elle mettait ses enfants au travail, comme elle en avait 12, ils avaient une réputation de faire comme ça. Et moi, je suis allée la voir une seule fois, pendant la guerre, Tante Marie-Jeanne, parce qu'on m'avait bien recommandé d'aller la voir. Et elle était vraiment très âgée. Mais elle m'a dit, je vous donne un conseil, très important. On l'a vu, elle m'a offert un très joli livre d'équitation pour les dames, parce qu'elle avait passé vraiment sa vie à dresser des chevaux.
et avec beaucoup de monde pour s'occuper des enfants, mais sans vraiment se consacrer à eux. Elle s'est consacrée au dressage de chevaux de pur sang, et avec son mari d'ailleurs. Et donc elle m'a dit, n'acceptez jamais de vous asseoir, restez debout ou couché, allongez-vous sur les lions, parce que ça abîme terriblement le corps de rester assis n'importe comment, etc. Sauf sur Affalé, Sur une chaise, on s'écrase automatiquement. Moi, dans ma vie, j'ai toujours demandé à être debout ou couché. Et tu as mis en application ce conseil? Donc je l'ai immédiatement oublié, mais ça m'en revient comme ça en y pensant. Elle a été très très gentille puisqu'elle m'a offert un livre. Et elle était très âgée, son mari était évidemment disparu depuis longtemps. Mais la colline avait une réputation à extraordinaire. Danjoutin. La colline, c'était Territoire de Belfort. C'était leur propriété qui était superbe et où tout le monde se réunissait. Là, vraiment, je crois qu'à cette époque-là, vous avez vécu une vie très, très agréable parce que Oui. vous aviez tellement de relations, de cousins, de toutes sortes. Et qui venaient très très volontiers à Écourt. À Écourt, après, oui, mais déjà en Alsace. Oui. Déjà en Alsace, parce que C'est-à-dire que vous passiez votre temps à aller chez les uns Chez les uns, chez les et à autres. inviter les les autres. autres, Oui. à Écourt, À Écourt, il y avait table réputation ouverte. de Oui. grandes tables ouvertes. Et alors vous pouviez être combien Énorme hospitalité. Vous étiez combien en moyenne? Alors Avec il y les avait, invités. il y avait combien de chambres? Ben, il y a eu 30 chambres meublées. Il y avait, et chaque chambre était, par exemple, la chambre de madame, dans l'aile droite, était toute lambrissée de boiseries ravissantes. Il y a eu à Écourt 30 chambres meublées. Alors il y avait ces chambres du premier étage qui étaient très nombreuses. Réception, Et oui. puis alors au second étage, il y avait au moins 10 ou 15 chambres de service. Et tout était meublé. Ça, c'était la grande fierté d'Amé, me dire, mais tout était meublé. Alors ça ne veut pas dire que mes parents ont acheté tout ça. Ça veut dire qu'ils Ils ont l'ont trouvé- reçu ils ont en trouvé- paquet cadeau avec l'achat du château. C'était resté dans l'état. Nous avons 4 fauteuils, 5 fauteuils. Mais les canapés, Bertrand voulait les garder. Les petits canapés qui vont avec ça. Et moi, je les ai vus à Écho complètement délabrés, déchirés, etc. Laissés dehors à la Et pluie. laissés sous Hein? Et alors vous disiez qu'il y avait 15 chambres pour le personnel. Oui. Combien de personnes travaillaient dans le château? Je Au crois qu'il y a eu, service, à un moment, je crois qu'il y en a eu plus de 20. Plus de 20. Et alors non seulement il y avait des gens qui travaillaient dans le château, mais le château... Ah ben il y avait aussi Ben, il y avait- l'exploitation, bien sûr. À l'exploitation, mais ça La ferme du bas, la ferme du haut. Oui, alors tout ça ne faisait pas partie des gens personnel. du personnel Oui, mais directement. c'était du les château. activités Oui. autour du château. Oui. Et il faut se rappeler aussi que ça, c'était la belle époque, c'est-à-dire celle des années fin. Et qu'il est arrivé un coup de tonnerre dans ce ciel serein. C'était la crise de 29 Ah oui. à New York, Oui, je crois que qui ça. est arrivée en France en 30. Et à ce moment-là, il a fallu faire des économies. À ce moment-là, l'équilibre a été changé. À ce moment-là, il a fallu commencer à faire des restrictions. Et on ne faisait plus. C'était plus la porte ouverte, peut-être. à- Oui, à tel et c'était moment. plus le grand gaspillage. Oui. Alors, par exemple, rue du Bac, quand j'avais 15 ans, je préparais mon bac, ma mère s'est mise à recevoir comme hôte payant des jeunes ou vieilles américaines qui étaient venues à Paris pour apprendre le français, à l'Alliance française. Donc, c'était
la rue du Bac, le 108 rue du Bac, était une des adresses de l'Alliance française. Est-ce que c'était tout près, en fait? Au boulevard Raspail, oui. Boulevard Raspail. Et c'est grâce à cet arrangement de l'Alliance française que mon frère Jean a rencontré sa femme Millicent. Elle était... Quel âge avait-elle? Pourquoi cherchez-vous son âge? C'était vers les années 30. Et elle avait dans les 30 ans. Hein. Et elle faisait l'école du Louvre à Paris. Donc elle était passionnée par les tableaux, elle nous parlait du Gilles de Watteau, elle nous parlait de ses grandes admirations en peinture. Et alors, elle a rejoint Jean, ils ont habité à Montparnasse, dans une rue qui s'appelait la rue des Artistes. Rue des Artistes. Mais ensuite... Et ensuite à Muret. Quoi? Ils ont acheté un appartement, boulevard de... Non, pas boulevard. Rappelez-vous, c'est là, nous avons une photo de cet endroit. C'était à Lorrain, parce que c'était 2 étages. Avenue Reille. Avenue Reille. Avenue Reille. C'était sur 2 étages, leur appartement. Le long de, en quelque sorte, des grandes... Il y a un grand bassin de décantation des eaux de la ville de Paris qui est juste en face. Et il y avait des religieuses, des franciscaines missionnaires de Marie qui étaient basées à Avenue Reille. Oui, tout à côté. Alors c'est là que j'ai présenté Madeleine à Jean et Millicent, bien sûr, et que nous avons... Oui, pendant quelques années, nous avons été très très proches. Très très proches. Et Jean a été envoyé pour diriger la succursale de Rouen. Et il y avait une très jolie installation. Nous sommes allés avec eux. Nous sommes allés passer 2-3 jours chez eux. Oui. Alors donc ça, c'est les années 30, où on a commencé à sentir petit à petit le poids de la crise. Alors mon père n'était pas gestionnaire, mais il était joueur en bourse. Il aimait beaucoup les mines d'or et les choses comme ça, qui sont périlleuses. Il a perdu beaucoup d'argent. Oui. Et heureusement pour Châtelet-Dollfus, il avait des gens sérieux pour le diriger. Il y avait un polytechnicien qui s'appelait Antoine Paul, et dont le fils est devenu cinéaste de montagne. Il y avait Corman, fidèle. Qui a été le grand... Qui était l'autorité et la justice. Corman, qui n'était pas marié, mais qui avait sa sœur avec lui. Et sa sœur, Mademoiselle Corman, a été le témoin de Jean à son mariage. Mais là, alors, ils se sont mariés comment? Parce qu'elle était, après son séjour à l'école du Louvre, elle était retournée en Californie et elle vivait dans une espèce de communauté, on ne disait pas encore hippie, à l'époque, à Santa Barbara. Et lui, il est parti la voir là-bas. Et alors, il a expliqué par téléphone aux parents que ce n'était pas très correct, n'est-ce pas, de revenir avec une jeune femme si on n'est pas marié. Il disait, nous sommes mariés devant le consul français de Los Angeles et on fera le mariage religieux à Écho. Nous avons les photos du mariage à Écho, 34. Et Jean-Marie, leur fils, est né en juin 36. Fils unique. Oui. Il était destiné à être pape. Voilà, celui-là, il sera pas moins. Bon. Mais Millicent avait un caractère extraordinaire. Il faut donc voir la vie à Écho avec un bémol à partir de 30.